On va partager l'écran. Celui-là. On devrait être beaucoup mieux comme ça. Donc, au niveau du plan, d'abord, je vais me présenter, je vais vous présenter qui on est, Access. Ensuite, je vous parlerai de cahier des charges, vous donner quelques pistes pour le rédiger, pour le construire, et puis qu'est-ce qu'on s'attend à y faire figurer. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai de comment bien choisir une agence et à chaque fois, on va se reposer les bonnes questions, comme disait l'autre sur Internet. La question est vite répondue. On va se demander c'est quoi un site et c'est quoi une agence. Ça va nous aider un peu à construire tous ces éléments. Donc rapidement, pour vous parler de moi, moi je suis le directeur commercial pour la partie Drupal chez Access. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai une double formation en fait, ingénieur et MBA. J'ai un passé d'entrepreneur, donc j'ai monté ma société en 2000 et je vous ai laissé toutes mes coordonnées, donc on vous fera parvenir bien sûr toutes les slides. Pas la peine de prendre des notes, on n'est pas là pour ça. Donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Access, qui est un groupe qui offre une offre digitale globale à ses clients pour une transformation numérique. On est axé autour de 3 pôles d'expertise. Le premier, c'est le cloud computing, donc tout ce qui est hébergement, intégration, infogérance, DevOps, service manager. Et sur cette partie-là, on a l'agrément hébergeur de données de santé, l'agrément HDS, le petit tampon que vous voyez à droite sur l'écran. On a notre pôle édition de logiciels, donc on fait des logiciels métiers pour la santé au travail, pour l'éducation, la formation et aussi la dématérialisation. Et le dernier pôle dont je fais plus particulièrement partie est le pôle service avec des practices de conseil, de formation. Et nous, on est le développement web open source. Je vais vous en parler juste derrière. On a une petite practice d'ingénierie logicielle, c'est des experts en régie. On a 3 data centers dont on s'occupe, à Nanterre, à Saint-Denis et à Lyon. Beaucoup de partenaires, beaucoup de certifications et on existe depuis 20 ans. 250 collaborateurs. 23 millions de chiffre d'affaires. Je vous laisse passer tous ces chiffres. On va passer rapidement. Et nous, donc Access Open Web Service, on est le centre d'expertise open source de Access. Et ce qu'on fait, nous, c'est beaucoup de développement et intégration au forfait. Donc vous allez voir, ça c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une refonte de site web avec un cahier des charges, un forfait, un engagement de périmètre, de délai et de coûts. On fait aussi de l'expertise technique, des audits, des AMOA, donc ça c'est un peu moins de notre activité. On fait surtout beaucoup de tierces maintenance applicative. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre webinar. Qu'est-ce que la TMA et comment bien gérer sa TMA? Mais nous, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Et on s'occupe un peu d'hébergement et d'infogérance par le biais d'Access Online et de l'autre filiale du groupe. On a deux agences à Paris et à Lyon, même si depuis un an et la crise sanitaire, le terme agence est très virtuel maintenant. On parle plutôt d'endroits où travailler les uns les autres. On fait pas de sous-traitance, pas d'offshore, et on a un positionnement expert, c'est-à-dire qu'on se positionne vraiment en tant qu'expert Drupal. C'est notre dada et on intervient sur des gros projets. Notre positionnement, c'est que on a une culture DevOps. Donc on travaille beaucoup en collaboration avec les hébergeurs, les infogérants, pour pouvoir gérer au mieux la performance, la qualité et la sécurité. On a des grosses références de mise en œuvre complexe de Drupal et on est très open source, c'est-à-dire qu'on participe beaucoup à la communauté. On met beaucoup de cœur à contribuer, à participer, à traduire, à sponsoriser des événements. Enfin voilà, c'est vraiment notre dada. C'est le give back more, comme disent les Anglais, c'est-à-dire rendre plus à la communauté que ce qu'elle nous a donné. Et rapidement, quelques références. Je vous enverrai toutes ces slides et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter d'une référence en particulier qui s'approche de votre projet. Voilà, par exemple Paris Musée, le portail des collections, donc avec 300 000 œuvres en ligne accessibles et de l'open content sur 150 000 œuvres. On a refondu et on s'occupe de la maintenance du site du Conseil constitutionnel. Très très beau site. Pareil, une grosse usine à site pour Campus France, qui est l'agence qui accueille les étudiants étrangers en France. Donc là, on a un système d'usine à site avec 97 pays et plusieurs langues à gérer. On a refait le portail de l'Institut français. Une grosse référence culturelle aussi. Très beau site en termes de design et aussi de fonctionnalités interactives.
On peut parler de l'AGFIP qui est une de nos réussites en termes déjà de projet tout court, mais aussi en termes d'accessibilité. C'est un site qui a un très très haut niveau d'accessibilité par rapport aux critères RGA et WCAG. On a refondu le site des éditions Bordas. Ça, c'est un exemple de refonte en Drupal 8 de site e-commerce. Kaufman et Broad aussi, un petit site d'immobilier d'entreprise pour vous montrer que Drupal est aussi adapté à des sites plus traditionnels. Et pour montrer que Drupal marche aussi dans le domaine des extranets, on s'occupe de l'extranet de reporting financier de la banque Rothschild pour des traders. Donc rien à voir avec un site internet. Donc je vais vous parler cahier des charges. Pour commencer, donc comment faire un cahier des charges réussi pour bien réussir sa refonte. Donc déjà la première question à se poser, c'est quoi un site? C'est tout bête, mais à quoi et à qui cela sert? Donc pour vous mettre dans une démarche de création de cahier des charges, je vous invite à répondre à toutes ces questions et de manière détaillée et d'y faire participer aussi plusieurs services en interne, que ce soit la com, la DSI et même des retours d'utilisateurs. Donc qui sommes-nous, hein, votre identité, vous, votre structure, ses valeurs, qu'est-ce qu'elle représente, le contexte, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui vous voulez faire une refonte. Ça peut être pour une nouvelle stratégie, ça peut être pour une obsolescence, ça peut être pour un pivotement de vos activités. Enfin, il y a plein de questions, il y a plein de réponses possibles. Ensuite, question essentielle, c'est à qui vous adressez-vous? Les cibles primaires, donc ça peut être si vous vendez des livres scolaires, bah, ça peut être les enseignants et les professeurs ou les bibliothécaires, enfin de CDI. Enfin, vous pouvez vous poser toutes ces questions-là, et ça va être très important parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus un site en considérant que euh, nous avons la nous avons nous détenons le savoir. On fait plutôt un site en se disant qu'est-ce que les utilisateurs attendent et comment ils vont faire des parcours sur notre site et qu'est-ce qu'ils vont venir chercher comme contenu, comme service. Et donc du coup, on est plus sur une démarche centrée utilisateur qu'on appelle UX, et la notion des cibles et donc des personas, c'est-à-dire des profils d'utilisateurs qu'on va créer et de leur parcours et de leur utilisation du site est très importante. Donc vraiment cette question elle est fondamentale. À qui nous adressons-nous? Ça va vous permettre de faire toute la démarche de conception de votre site. Ensuite, je vous invite à penser aux objectifs de votre site. C'est-à-dire vous avez des objectifs primaires, des objectifs secondaires, les plus ou moins importants. Et ce qui est vraiment un plus, c'est de définir ce qu'on appelle les KPI, les KPI, c'est-à-dire d'avoir des objectifs qui vous permettent de mesurer de manière chiffrée l'atteinte de vos objectifs. Ça peut être tout simplement, actuellement, on fait 10 000 visites par jour. C'est pas assez comparé à notre ambition, à notre concurrence. On veut en faire 20 000. Donc, les objectifs de cette refonte, l'objectif primaire, c'est de doubler notre trafic SEO, premier objectif chiffré. Souvent, c'est lié au stats internet. Ça peut être pour un site e-commerce, ça peut être d'augmenter de 20% les ventes. Pour un site média, ça peut être d'augmenter son audience. Pour un site d'information, ça peut être d'augmenter le nombre de pages vues par session. Il y a plein d'objectifs. Après, ça, c'est des objectifs chiffrés, mesurables, mais vous pouvez en penser à d'autres en fonction de votre activité. Ensuite, vous allez vous proposer la question de quel contenu je propose sur mon site. Et quel contenu, ça va vous permettre aussi de les classifier, d'en faire des typologies et de commencer à faire émerger des grands ensembles. Même s'ils existent déjà, il faut toujours vous reposer ces questions-là à l'occasion de la refonte de votre site. Alors, je parle de refonte aujourd'hui parce que on est dans 2021 et les créations ex nihilo de sites sont très rares. On n'a plus de clients qui viennent nous voir en disant moi j'ai un projet, c'est créer un site internet. Ça fait très longtemps que ça ne m'est point arrivé. Alors il y a encore les startups, mais c'est un autre domaine encore. Après les contenus, les deux piliers d'un site internet sont les contenus et les services. Donc le deuxième pilier, vous allez vous poser la question de quel service vous offrez. Un service, ça peut être un formulaire, par exemple. Un formulaire, c'est un service. Le fait de pouvoir avoir un parcours e-commerce, c'est un service. Le fait d'avoir un simulateur de calcul de charge, c'est un service. Le fait d'avoir une recherche sur une base de données, de connaissances, c'est un service. Donc il va falloir vous poser la question de quels sont les services qu'on va mettre. Et après, il va falloir décliner ça. Il y a d'autres points que vous pouvez développer, qui sont la stratégie éditoriale, le ton de vos articles, la stratégie de contenu et la stratégie web marketing si vraiment vous allez très loin dans le e-commerce et dans le marketing. Mais voilà, tous ces points-là, il va falloir les questionner pour en faire une synthèse qui va déjà servir de très bon point de départ à votre cahier des charges.
Je vous ai mis ça en référence. Spintank, c'est une agence qui est partenaire, avec qui notamment, par exemple, on a fait le site AGFIP, qui est une très bonne agence de communication et communication digitale, qui ont sorti un site qui s'appelle Le Bon Site, qui vous permet en un questionnaire très simple de vous poser des questions sur votre site, votre fond de site, et ils ont défini des typologies de sites qui vont développer en fonction de ce qu'elles vont apporter comme contenu et service. Et c'est assez intéressant. C'est un angle un peu différent de ce que je vous propose. Mais si vous êtes dans une réflexion de refonte, je vous invite à regarder ce site. C'est gratuit et c'est très rapide et c'est assez bien fait. Donc on en vient après, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, qu'on a avancé un peu dans le projet, on en vient à la rédaction du cahier des charges. Et là, moi, j'ai quelques recommandations. Alors, c'est pas universel, mais c'est mon point de vue, le point de vue d'Access. La première chose, on a tendance à se dire, l'important c'est l'appel d'offres, l'important c'est le prestataire, l'important c'est le calendrier, mais il faut pas négliger ce travail. C'est-à-dire que un bon cahier des charges, c'est 80% du succès d'une refonte de site. J'exagère volontairement, mais vraiment, c'est la base et ça va vous permettre de partir sur des bases saines, sur une relation durable. Un autre conseil, c'est à moins que vous ayez un service internet avec des chefs de projet qui ont déjà travaillé sur des projets de refonte et des gens qui connaissent un peu ce métier, il faut pas hésiter à se faire accompagner. Donc là, on parle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous, on considère que les projets qui sont accompagnés par un ou une AMOA sont des projets où on diminue le risque de dérapage de projet. Parce qu'un AMOA va avoir ce regard extérieur, ce regard neutre. Et c'est un bon AMOA n'est ni pour le prestataire ni pour le client, il est vraiment pour le projet et ça va permettre justement d'avoir tous ces petits warnings dans le cahier des charges que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas l'habitude, mais qui vont parler aux prestataires et surtout qui vont mettre des garde-fous des deux côtés. Une autre recommandation, c'est être le plus précis et le plus exhaustif possible. C'est-à-dire qu'on peut se dire oui, mais on verra. C'est aussi au prestataire de nous proposer sa vision des choses euh, et puis laisser un peu de liberté. Certes, effectivement, il faut le faire dans certains domaines qui le permettent, mais plus vous êtes exhaustif et précis, et plus vous aurez de chances d'avoir une base comparative des offres qu'on va vous faire qui sera juste. C'est-à-dire que plus vous allez aller dans la précision et moins vous allez avoir de risques d'avoir une offre à 10 000 et une offre à 200 000. Donc, et ne pas hésiter à mettre les annexes, c'est-à-dire que on se dit mais non mais ça intéresse pas les statistiques de trafic, on va pas le mettre en annexe. Au contraire, mettez-le en annexe. On a fait une étude interne, non on va pas le mettre en annexe. Si, mettez-le en annexe. C'est-à-dire que c'est de la matière et c'est d'autant plus de précision pour les gens qui vont répondre à votre consultation. Il faut aussi être clair sur le planning, c'est-à-dire que si vous avez des grosses contraintes, pas, ça va impliquer des méthodologies qui seront différentes. Peut-être que effectivement, si c'est 5 mois et qui sont non négociables, ça va imposer de réduire le périmètre et donc il faut le dire dès le début. Il faut être clair aussi sur le budget. C'est-à-dire que les appels d'offres sans indication de budget, pour vous, ça va être compliqué parce que vous allez recevoir des offres qui vont aller dans une fourchette de 1 à 5 et vous allez être frustré de pas vraiment pouvoir comparer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est pollué par le prix et c'est compliqué. Alors si vous indiquez une fourchette de budget, même s'il est large, parce il faut laisser quand même la concurrence se faire, mais même si elle est large, ça permet quand même aux prestataires d'ajuster leurs offres et d'être clair sur vos attentes et de vous proposer une méthodologie adaptée, ne serait-ce qu'en nombre d'ateliers, en charge prévue pour la conception, en méthodo. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes pour préciser un budget. Et enfin, autre point très important qui est souvent oublié dans les cahiers des charges, être clair sur l'équipe projet et sa disponibilité. C'est-à-dire savoir qui en interne chez vous va gérer ce projet, avoir déjà une organisation, un comité de projet, savoir qui sera la chef de projet, et aussi, quelle disponibilité, c'est-à-dire est-ce que ce sera une personne qui va faire ça en plus de son activité, et donc dans ce cas-là, qui n'aura peut-être qu'une demi-journée par semaine à libérer, ou au contraire, c'est un chef de projet qui est engagé pour gérer ces trois projets-là et qui aura 2, 3 journées par semaine pour gérer ça. Ça, c'est très important parce que ça permet aussi aux prestataires d'ajuster sa méthodologie, de vous proposer celle qui est la mieux adaptée. Alors pour en venir au vrai cahier des charges,
son contenu. Je vous ai mis ici les indispensables. Donc c'est une première approche du cahier des charges qu'on va dérouler ensemble. Après, un cahier des charges, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est bien que tous ces éléments au minimum, ils figurent. Après, on peut vraiment les développer. Donc il va falloir que vous parliez d'abord du contexte, l'état des lieux, votre stratégie, l'historique de la version actuelle, les statistiques, ces fameux objectifs, ce fameux public visé, le périmètre du projet. Est-ce qu'il y a un, deux, trois sites à refondre? Est-ce que la refonte de ce site va remplacer trois sites? Enfin voilà, bien parler de ce périmètre-là. Et des intervenants projet. Donc je vous ai parlé de l'équipe, mais aussi s'il va falloir impliquer d'autres prestataires qui vont gérer de l'import, de l'export de données, de la logistique. C'est très important d'en parler dans le cahier des charges. Et on va tout de suite enchaîner sur les éléments de spécification. Donc rapidement, les éléments de spécification, ça va être la charte, les contraintes graphiques. Vous avez une charte graphique, vous avez une charte graphique qui existe ou qui est en cours de refonte. Et puis il va falloir parler aussi de vos benchmarks si vous en avez fait, tous les sites que vous avez aimés, pas aimés, et puis des inspirations. Il se peut que toute la direction com et votre direction aiment tel et tel site et que la refonte soit un peu dans cette idée-là, c'est important de le préciser. Vous allez énoncer aussi vos contraintes de responsive web design. Aujourd'hui, tous les sites sont responsives, donc on n'a plus besoin de dire un site doit être responsive, mais c'est bien de le dire. Mais surtout, la question c'est comment vous concevez le responsive, si vous en avez une idée. Est-ce que votre cible est une cible de professionnels qui consultent votre site depuis le bureau? Je prends l'exemple du site du Conseil constitutionnel. On est plus sur des avocats qui vont aller voir des textes de loi qui sont le plus souvent dans une situation de desktop. Donc on va plutôt concevoir pour ça. Et après, bien sûr, on fera les adaptations mobiles, mais la priorité est le desktop. Inversement, on va réfléchir sur un site média, par exemple Public Sénat. Là, on est quasi sûr que desktop et mobile arrivent à égalité parce qu'on est dans une utilisation en contexte de mobilité. Donc on n'aura pas la même approche de conception d'interface en fonction de la destination du site. Donc c'est important à préciser. Ensuite, vous allez parler de votre écosystème numérique, c'est-à-dire le site, il va vivre, mais avec qui il va communiquer. Si on prend un site de médias, on va devoir importer tous les médias, toute la grille des programmes. Un site e-commerce, on va devoir importer tout le catalogue. Donc ça, c'est plutôt pour les imports, mais ensuite, un site e-commerce, on va devoir exporter les commandes du jour au logisticien. Comment on fait? Un site média, on a une application, il va falloir la nourrir, donc il va falloir exporter les contenus. Donc tous ces éléments-là, il faut les faire figurer dans le cahier des charges. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien répéter, mais votre site internet, c'est la pierre angulaire de votre écosystème digital. C'est-à-dire c'est vraiment l'élément fondateur qui va à la fois recevoir du contenu et qui va aussi en exporter. Donc c'est très important dès le début de bien peindre ce tableau. Et ensuite, vous allez rentrer encore plus dans les détails, c'est-à-dire les prérequis fonctionnels. Donc, vous allez parler de votre arche. L'arche d'un site, c'est le header, donc l'entête, et le footer, le pied de page. Vous allez commencer à parler d'arborescence si vous avez travaillé dessus, ou alors vous allez dire que le prestataire doit vous aider pour la construire la nouvelle. Vous allez parler menu, navigation. Ensuite, vous allez parler contenu. Là, vous allez parler de tous les médias dont vous aurez envie sur votre nouveau site, des vidéos, des audios, mais aussi des tweets ou des choses comme ça. Tous les types de contenus, donc bien les définir, une actualité, une page, un formulaire, une ressource, enfin, vous avez tous les types de contenus à évoquer, un ouvrage, les landings, donc toutes les pages importantes qui ont des fonctionnalités spécifiques. Donc ça c'est pour les contenus et ensuite vous allez parler des services, la recherche, qu'est-ce qu'on trouve comme service sur les landings. Donc vous allez décrire tout ça. Ça va vous permettre ensuite de décrire les gabarits, de faire une liste des gabarits dont vous allez avoir besoin pour votre nouveau site. Donc là je parle vraiment détaillé. Chacun a juste après ce qu'il veut décrire dans un cahier des charges, mais nous en tant que prestataire, on aime bien voir ces choses-là. Vous allez parler multilinguisme. Si vous avez un site en plusieurs langues, comment ça va fonctionner? Qu'est-ce que vous allez traduire? Comment le système de switch de langue va fonctionner? Vous allez parler référencement, donc SEO, les contraintes que vous voulez imposer. Donc soit vous allez parler de contraintes de résultats, soit vous allez inclure les recommandations de votre agence SEO. Il se peut que vous ayez déjà une agence SEO. Vous allez parler statistiques, comment on les mesure, c'est quoi les marqueurs à mettre en place. Vous allez parler back-office, toutes les fonctionnalités back-office que vous voulez.
des publications différées, des éditeurs WYSIWYG, des liaisons entre contenus, des signalements de liens morts, enfin tout ce dont vous avez besoin en back-office, et puis aussi les niveaux de contributeurs. Vous allez parler de vos contraintes RGPD, généralement vous allez voir votre DPO et puis vous allez vérifier que c'est OK. Et vous allez parler accessibilité aussi, quel est le niveau d'accessibilité numérique attendu. Et puis vous avez plein d'autres sujets à aborder, je ne vais pas tous les aborder là, mais vous parlerez aussi prérequis techniques dans une grosse partie de votre cahier des charges. Donc le stack, quelle pile logicielle vous allez mettre. Donc ça va du simple choix du CMS ou pas. Vous pouvez faire votre site dire qu'il soit en Symfony, qu'il soit sur un CMS libre, qu'il soit sur un CMS propriétaire. Et vous allez parler aussi de si vous avez déjà vous des serveurs d'hébergement en interne. euh, vous allez parler des serveurs sur lesquels vous les hébergez. Donc quelle techno elles utilisent. Vous allez parler reprise des contenus en disant voilà on a tous ces contenus là à reprendre qui sont sous telle forme de l'ancien site. Vous avez parlé donc de votre écosystème digital, c'est-à-dire comment vous allez interfacer votre site pour qu'il fasse des imports, mais aussi pour qu'il s'interface à d'autres systèmes d'information. Vous allez mettre vos contraintes de sécurité. Donc je prends un exemple pour les contraintes de sécurité. Vous êtes assez parano et vous voulez que votre back-office ne soit accessible que depuis votre VPN. Donc ça, faut le signaler. Ou vous êtes parano et vous voulez que votre back-office il soit soumis à une authentification deux facteurs. C'est-à-dire, en plus du login mot de passe, les gens vont recevoir un SMS. Donc, ou vont utiliser YubiKey. C'est aussi une possibilité. Donc c'est pareil, là il va falloir l'énoncer et bien le mettre ici puisque ça a un coût. Vous allez parler hébergement, qui va héberger, soit vous demandez au prestataire de le faire, soit vous avez leur source en interne, mais dans ce cas-là, il faut décrire sur quelle plateforme. Vous parlerez de compatibilité, de normes, de performance. Donc là vous allez mettre toutes vos contraintes de performance. Et puis vous pouvez aussi parler qualité et éco-conception. Éco-conception, c'est une vague qui est en train d'arriver. Ça va prendre de l'ampleur les prochaines années. Nous, on a commencé à se faire certifier sur ces aspects-là, mais l'empreinte carbone liée à Internet est très importante et la démarche d'éco-conception des sites a vraiment un impact sur les émissions de CO2 dans le monde. Donc, il y a des gens qui le prennent plus ou moins au sérieux et c'est en train d'exploser. En sachant que le référencement, l'accessibilité, l'éco-conception, la qualité, les performances, tout ça c'est lié. Et plus vous allez tendre et mettre des objectifs chiffrés sur ces points-là, et plus vous allez en bénéficier dans les autres points. C'est vraiment un cercle vertueux. Si vous êtes dans l'accessibilité, vous serez dans le SEO. C'est les règles se rejoignent. Et enfin, pour finir notre petit cahier des charges, là on a déjà fait un bon tour, mais vous voyez, c'est des documents qui font plusieurs dizaines de pages et qui écrit en petit en plus, et qui vont vous permettre vraiment d'avoir une base solide pour aller affronter le marché des requins que nous sommes, nous, agences. Vous allez parler méthodologie, peut-être qu'en interne, vous êtes fan de la méthodologie agile et que il est hors de question pour vous de revenir en arrière, donc il faut le préciser, nous ne prenons que des méthodologies agiles, sachant qu'au forfait c'est compliqué, mais il faut bien le détacher. Mais si vous avez déjà des exigences méthodologiques en termes de gouvernance, d'atelier, de méthode de travail, Kanban, tout ça, il faut l'exprimer là. Vous allez parler exploitation, c'est-à-dire une fois que le site est en ligne, qui le maintient? Est-ce que vous avez besoin d'une offre de maintenance? Est-ce que vous avez besoin de quelle garantie et quel niveau de service associé? Donc tout ça, il faut le mettre aussi dans votre cahier des charges. Je pense que pour bâtir une relation durable, il faut parler de perspective aussi dans un cahier des charges, c'est-à-dire on a une V1, mais c'est que le début de la vie de notre site. Il va falloir derrière construire une V2, une V3, et on a tels objectifs pour la V2 en V3, en sachant que ce ne sont pas des objectifs à chiffrer, mais en tout cas, ça permet aussi de se projeter, de mesurer l'ambition et les perspectives de votre site. Et le dernier point, c'est le calendrier, le planning. Toujours laisser la possibilité au prestataire de faire sa proposition, mais bien énoncer vos contraintes, c'est-à-dire s'il y a un événement, les 75 ans de l'organisation qui sont prévus, il va falloir sortir le site et il n'y a pas de choix. Ou je prends l'exemple de Public Sénat qu'on a refait. On l'a refait en 2016, en sachant qu'en 2017 il y avait 3 élections, les législatives, les présidentielles, les sénatoriales, donc on ne pouvait pas imaginer qu'on prenne du retard et il fallait absolument piloter le projet par le planning. Voilà, donc on a fait le tour de
qu'est-ce qu'un site, qu'est-ce qu'un cahier des charges doit contenir à minima. Donc ça fait un bon minima, hein. J'essaie de vous donner quand même beaucoup de pistes pour que vous ayez une bonne vision. Et la deuxième partie un peu plus courte, c'est bien choisir son agence, puisque maintenant vous avez mené cette réflexion en interne, accompagné ou non d'un AMOA. Vous avez produit un cahier des charges, vous avez votre projet qui est bien ficelé, et maintenant il va falloir aller chercher une agence pour construire votre nouveau site. Donc on va se reposer la même question. Après, c'est quoi un site? C'est quoi une agence? Et moi, j'ai essayé de le tourner de différentes manières et je suis arrivé à la réponse que c'était une société du numérique qui possède une ou plusieurs compétences dans les domaines suivants. Donc la stratégie, là on part vraiment très haut, c'est stratégie de marque, stratégie d'édito, stratégie de com. C'est très important puisque maintenant, surtout encore plus depuis 2020, mais on est vraiment sur des communications interactives online beaucoup plus que physique. Donc là on va avoir sûrement besoin des compétences de communication d'une grosse agence ou pas. La compétence de conception, c'est-à-dire l'UX, l'expérience utilisateur et l'UI, l'interface utilisateur. Donc ça, c'est tout ce qui est wireframe, maquette, graphisme, tout ce qui va traduire vos besoins dans une patte et dans un site. Donc c'est une vraie compétence. Ensuite, vous allez avoir besoin des pelles et des pioches, c'est-à-dire le développement, l'intégration. En gros, c'est la programmation et l'intégration de l'habillage graphique de tout ce qui a été conçu. Vous allez avoir besoin des compétences d'hébergement derrière pour mettre en prod votre site et l'exploiter. Il va falloir avoir ces compétences d'hébergement. Vous allez avoir besoin des compétences d'une agence en TMA, en tierce maintenance applicative, pour faire vivre votre site sur la durée, que ce soit en sécurité, en correctif, mais aussi en évolution, qu'elle soit mineure ou majeure. Il va vous falloir une agence qui ait ces capacités-là. Il faut des compétences en accessibilité. Pour rappel, aujourd'hui, on a le RGAA, qui est la réglementation officielle sur l'accessibilité, qu'on a à sa version 4, et qui contraint tous les sites publics à être accessibles. Donc il y a ces différents niveaux d'accessibilité, mais c'est pour les acteurs publics et de plus en plus pour les acteurs privés, ça va être une vraie contrainte et tant mieux d'ailleurs. L'accessibilité numérique, c'est un vrai enjeu. Donc il faut aussi ces compétences-là, des compétences aussi en référencement, en SEO. Aujourd'hui, plus personne ne peut se passer au moins de référencement naturel, c'est-à-dire d'optimiser son site pour que Google le fasse au mieux ressortir en fonction de son contenu. Derrière, vous aurez peut-être besoin de web marketing. Donc là, d'entamer des démarches de marketing automation, donc d'automatisation de tous vos process marketing, des points de contact, de CRM à partir de votre site web. Donc là, c'est encore une étape au-dessus. Ça peut être une compétence dont vous aurez besoin. Vous aurez peut-être besoin au sein d'une agence, parce que vous l'avez pas en interne et que vous êtes une grosse structure, vous aurez besoin d'animation éditoriale, donc des prestations de webmastering, des prestations de community management, de diffusion de contenu sur les réseaux sociaux, et aussi de sécurité informatique, en plus de l'hébergement, c'est-à-dire vraiment vous avez quelque chose de très pointu. Si par exemple le Conseil constitutionnel, la sécurité informatique va mériter d'avoir un prestataire ou une compétence dédiée à ce sujet. Donc l'idée, c'est toutes ces compétences doivent être au sein d'une agence idéale, mais ça va dépendre de votre projet. Donc après, se pose la question de une seule agence ou un groupement, parce que vous avez vu que sur la slide d'avant, un site internet, ça regroupe un très grand nombre d'expertises, et à l'heure actuelle, il y a très peu, voire pas, d'agences qui possèdent toutes les compétences. Euh, donc déjà, une seule agence ou un groupement, ça va aussi dépendre de votre capacité à gérer plusieurs prestataires. On n'a pas envie forcément de, quand on se lance dans un projet, d'avoir plusieurs prestataires à gérer et de les coordonner. C'est exactement comme les travaux. On préfère avoir un maître d'œuvre souvent qui va gérer le plombier, l'électricien et le gros œuvre. Bon. Mais des fois, on préfère le faire parce que on préfère trouver les meilleurs dans chaque domaine et on sait qu'on va arriver à les gérer, soit soi-même, soit en prenant un maître d'œuvre. Ça dépend aussi de votre degré de maturité et de votre compréhension sur certains de ces sujets. Euh, il faut mieux vous adresser à une agence qui va vous garantir que elle va gérer une agence ou un groupement qui vont vous garantir de gérer tous ces sujets à votre place, parce que vous aurez du mal à percevoir les problématiques de web marketing par exemple.
Vous allez plutôt aller demander à une agence de mettre en place des marketing automation à votre place. Et ça dépend aussi du curseur. Alors ça, c'est le point le plus important que vous souhaitez mettre sur chacun de ces sujets. Là, je vous ai évoqué sur la slide d'avant tous ces sujets-là. Par exemple, l'accessibilité, si vous faites du e-commerce à destination des adolescents, peut-être vous allez vous dire, c'est dommage, mais peut-être vous allez vous dire que les 2 prochaines années, vous n'allez pas viser un public qui a besoin d'accessibilité, donc vous allez réduire ce poste-là et vous n'allez pas le mettre en priorité, donc vous n'allez pas en faire un élément déterminant dans votre choix de compétences. Ça va être pareil. Peut-être que le développement et l'intégration, euh, vous allez être sur un site très simple et vous n'allez pas vouloir les derniers spécialistes de Symfony qui vont vous garantir que ils ont une roadmap à 10 ans sur votre site web. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez mettre dans votre site, s'il est plus marketing, s'il est plus, enfin, les enjeux SEO, si vous avez plus des enjeux de service, de communication institutionnelle. Et ça, c'est vous qui allez pouvoir y répondre. C'est-à-dire bien prendre dans cette liste-là qu'est-ce qui est important pour vous et quelle est vraiment l'expertise que vous recherchez. Et par exemple, si l'hébergement, vous avez des serveurs en interne, vous avez une très bonne DSI et vous savez que ce ne sera pas un sujet, bon, ben, ce sera un sujet très mineur dans votre choix du prestataire et dans votre choix du cahier des charges. Si vous avez une agence SEO, c'est pareil, vous savez très bien qu'elle va vous accompagner et donc ça va pas être un élément important de choix du prestataire puisque vous allez juste préciser que vous allez être accompagné. Et donc ça, c'est vraiment l'histoire du curseur. Il est très important parce que en fonction de ce curseur, vous n'allez pas choisir le même type d'agence. Et ça va aussi dépendre de la capacité à travailler ensemble des agences. Vous allez vous dire, ok, j'ai repéré toutes ces personnes-là, mais comment on va les faire travailler ensemble? Qu'est-ce qui me garantit qu'elles savent travailler ensemble, que je pourrais les faire travailler ensemble? Et puis, ça va aussi dépendre du budget, parce que effectivement, le tout compris, nos soucis, où je gère tous ces points-là, ça nécessite une grosse agence. Il n'y en a pas beaucoup hein, sur le marché. Et plus c'est gros, plus c'est cher parce que on a tout un tas d'étages intermédiaires de gestion de projet, de communication et de process qui font que ça va vous coûter plus cher. Donc ça aussi, ça va dépendre des moyens que vous avez à mettre dedans et de l'ambition de tout ça. Et donc notre recommandation à nous, c'est de travailler avec un groupement d'expertise. Mais quand on dit travailler un groupement d'expertise, c'est pas un groupement que vous allez former, c'est plutôt un groupement qui vous allez que vous allez aller chercher et qui va répondre ensemble à votre appel d'offres. C'est des groupements qui se font classiquement et si en étant accompagné si besoin. C'est-à-dire que effectivement, euh, le fait de choisir un groupement, il y a quand même un peu plus de risque de déperdition et c'est bien dans ces cas-là d'avoir quelqu'un en interne enfin quelqu'un externe qui vous accompagne, vous, vos équipes internes, en faisant de la MOA et qui va cadrer le projet. Pour nous, c'est la configuration qui marche le mieux. Euh, ou alors une très très grosse agence, il y en a 2-3 en France, mais dans ce cas-là, ça va vous coûter très très cher. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour travailler sur ces sites-là. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ce groupement d'expertise et de l'engager en tant que prestataire unique que vous allez piloter et qui vous garantissent qu'eux vont piloter aussi le projet et vous faire accompagner d'un tiers pour arbitrer tout ça comme dans un bon chantier. Euh, et donc, comment vous allez arbitrer entre les différentes offres que vous allez recevoir? Entre plusieurs prestataires. Donc quand je dis plusieurs prestataires, ça peut être une agence unique ou un groupement d'agences, mais ce groupement d'agences se présentera à vous en tant que prestataire unique. La première des choses, c'est le budget. On est tous contraints par des contraintes budgétaires, c'est la vie. Et donc la première des choses, c'est le budget. Ça va être très important pour vous. Mais à côté de ça, il va falloir aussi pondérer ça par d'autres critères, parce que ce serait dommage de passer à côté pour une simple raison de budget du meilleur projet. Donc il va falloir vérifier la méthodologie. Pour nous, c'est très important. Vous le sentez dans les réponses des prestataires si les méthodologies sont abouties et s'il y a des loups à lever là-dessus. Une bonne méthodologie, ça se déroule tout seul et c'est impliquant et on comprend tout de suite. L'autre point très important que je conseillerais à tout le monde, c'est alors je sais que ça exclut de fait les agences qui sont un peu plus jeunes, mais les agences qui sont un peu plus jeunes ont toujours des références aussi. Mais c'est faire une prise de référence, c'est-à-dire une fois que vous avez vos candidats un peu plus sérieux, il faut faire cette prise de référence absolument et les contacter.
parce que c'est justement la différence entre un discours commercial et un document et des soutenances, enfin des gens qui peuvent vous vendre tout et n'importe quoi comme moi, et les références, c'est-à-dire les vrais clients, qu'est-ce qu'ils en pensent des équipes. C'est pareil, ne pas hésiter à faire une phase de négociation, c'est-à-dire mettre en place entre, alors c'est coûteux en termes de temps, mais un site internet, c'est quand même aujourd'hui un investissement et un vrai actif, donc c'est important de bien mettre tout ça en comparaison en lumière. Donc ne pas hésiter à faire une phase de négociation avec les derniers candidats en shortlist, qui consiste d'abord en des échanges pour des précisions, et ensuite des soutenances. Et les soutenances aussi, c'est l'occasion de humainement parce qu'on est avant tout, je l'ai pas précisé, hein, là on est très technique dans ce qu'on dit, et on met les choses dans des cases, mais une refonte de site web, c'est aussi et d'abord une aventure humaine. C'est plusieurs équipes, plusieurs expertises et plusieurs besoins qui se rencontrent. Et si le courant humain passe pas, on va avoir un projet moins réussi, hein. Quoi qu'on en dise, on est quand même sur des prestations de services, on est sur de l'humain, et le plus important, c'est effectivement ces moments d'échange, et vous allez commencer à, parce qu'après vous allez travailler en atelier avec les prestataires, vous allez faire des copies, enfin il va y avoir des moments d'interaction. Si vous ne le sentez pas à la soutenance, c'est pour ça qu'à la soutenance, c'est mieux aussi qu'il y ait des acteurs projets qui soient là, comme le chef de projet par exemple, parce que vous allez sentir ce côté humain, et cette aptitude aussi à être, enfin voilà, ça, après c'est de l'humain, chacun a ses méthodes, mais c'est vraiment important, même dans un site web, de pas négliger cette partie-là. Je le redis aussi, plus votre cahier des charges sera précis, et plus les réponses seront précises et comparables. C'est-à-dire, avoir une grille de comparaison, c'est quand même le meilleur moyen de faire le meilleur choix. Donc n'hésitez pas à prendre beaucoup de temps pour détailler tout votre cahier des charges, parce que derrière, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des offres qui sont cohérentes. Et puis enfin, vous posez toujours la question, parce on a tendance à l'oublier, souvent quand on est contraint par le temps, par le budget, euh, et par la pression de tous les utilisateurs qui veulent ce nouveau site. N'oubliez pas le réalisme de l'offre. C'est-à-dire que un bon prestataire vous fera toujours une analyse des risques dans sa réponse, vous donnera toujours sa vision de là où situent les points durs de votre projet, peut-être vous faire une alerte planning en vous disant si vous voulez sortir votre site dans telle contrainte, il va falloir qu'on le fasse comme ça, ou va falloir oublier cette fonctionnalité qui vous fait tant plaisir, mais c'est pas réaliste. On le fera en V2. Pareil sur les fonctionnalités, vous dire là vous m'avez demandé 50 fonctionnalités. Moi, je vous fais le pari qu'il y en aura 12 qui seront utilisées par vos utilisateurs, et donc nous, on vous propose d'en développer moins, mais de mettre l'accent sur celle-là, et puis de faire des tests utilisateurs pour voir si celle-là va marcher. C'est des démarches qui sont, enfin, c'est des indices qui mettent la puce à l'oreille sur le travail sur le long terme et sur le professionnalisme. C'est-à-dire que c'est ce que je vous mets en dessous, dans 90% des cas, les offres qui sont anormalement X, alors anormalement X, anormalement basse au niveau budget, anormalement optimiste au niveau planning, euh, anormalement optimiste au niveau fonctionnel, en rajoutant, en vous disant on peut faire ça en plus, alors que la concurrence vous dit mais non, c'est impossible. Il faut se poser des questions, et souvent ça conduit à des échecs. C'est-à-dire que on décide d'y croire, on se dit on peut faire des miracles, mais normalement dans un marché qui est maintenant assez professionnel, on arrive à des offres qui sont assez comparables. Donc s'il y a quelque chose qui sort du lot vraiment, faut se poser les questions. Alors peut-être c'est la bonne agence, hein, il y a des très bonnes agences, et nous on a remporté des projets comme ça en ayant des offres qui sortent du lot, mais c'est une alerte quand même. Il faut vraiment se poser les questions et analyser encore plus au regard des critères que j'ai énoncés avant, l'offre du prestataire. Donc pensez toujours réaliste, parce que on sait très bien qu'on veut tous un site en 3 mois, mais que dans la réalité des faits, c'est plus 8-10 mois. Je parle d'un site, un gros site, hein. Et ça, il faut le vérifier. C'est-à-dire que les gens qui vont vous promettre de le sortir en 3 mois à périmètre égal, et à fonctionnalité égale, il y a un vrai problème. Parce que c'est toujours la phrase, je conclurai là-dessus, la blague pour un chef de projet, c'est pour faire un bébé, il faut 9 femmes pendant un mois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met plus de ressources qu'on va accélérer certains process. Il y a des temps incompressibles de validation, de maturation, d'entraînement d'une équipe technique. Tout ça, ça prend du temps, et c'est pas parce que vous mettez 3 fois plus de personnes que ça ira 3 fois plus vite.
Et donc l'agence idéale, en conclusion, vous en doutez, bah, c'est nous. C'est Access. Nous, on a l'habitude de travailler avec des partenaires, de se mettre en groupement avec beaucoup d'expertise. Donc, bah, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on vous aide dans votre projet et qu'on vous réponde et qu'on vous montre que on peut répondre à des cahiers des charges précis que vous aurez construits, ce sera avec grand plaisir. Non, c'est une plaisanterie, hein, mais j'espère que au moins vous aurez appris sur comment construire un bon cahier des charges et surtout quels sont les enjeux du choix d'un prestataire. En sachant que finalement vous finirez par nous choisir, c'est sûr. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Si vous avez quelques questions, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets, c'était assez dense et on pourrait faire un webinar sur chaque partie, mais n'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments que vous êtes venus chercher ce webinar. Je vous écoute, vous pouvez me les poser sur le chat ou sur le micro. Bon, déjà, merci de votre écoute attentive. Donc, n'hésitez pas, le service marketing va vous renvoyer toutes les slides de session et le replay de la vidéo. Si vous êtes timide, vous aurez mes coordonnées. Contactez-moi en message privé sur LinkedIn. N'hésitez pas, je pourrai répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai une question de Gaëtan. Comment faire si on ne parvient pas à remplir toutes les sections et qu'on n'a pas la possibilité de se faire accompagner? Mieux vaut livrer un brief incomplet. Alors, très bonne question de Gaëtan, de l'agence DataGIF, très bon partenaire. Donc, dans ces cas-là, effectivement, pas remplir toutes les sections, c'est pas obligatoire. Se faire accompagner, c'est quand même un plus. On peut se faire accompagner de manière formelle par un AMOA qu'on a engagé, mais aussi on peut se faire accompagner de manière informelle par son réseau pour avoir un regard là-dessus. Euh, je pense qu'un brief incomplet, ça va nécessiter de le reconnaître et de le dire et d'attendre une prestation de complément de brief et d'expression du besoin. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à fournir tous ces éléments, ça veut dire que vous avez besoin de les pousser avant de passer à la phase de réalisation. Sinon, effectivement, l'incertitude, on ne fait que la déplacer. Donc, euh, à mon sens, il faut plutôt préciser à ce moment-là que le premier travail de l'agence va être de compléter ce brief et d'accompagner dans une phase de conception et que des arbitrages pourront être faits. Et dans ce cas-là, c'est quand même plus dur d'avoir un budget forfaitaire sur lequel on s'engage parfaitement. Et donc, il va falloir laisser la possibilité au prestataire qui répond d'avoir une marge d'ajustement à la fin de cette expression de besoin. Donc c'est une situation un peu plus délicate. Sur des petits sites, ça peut marcher, c'est-à-dire si on a un périmètre fonctionnel assez restreint, ça peut marcher de dire je veux une agence qui va m'aider à finaliser mon besoin et à produire mon site et on va être dans une démarche où on va chacun faire des arbitrages, des concessions pour rester dans l'offre forfaitaire que vous m'avez faite. Mais si c'est pas le cas, je conseillerais quand même de se faire accompagner et de livrer un vrai brief. C'est-à-dire de se dire, moi, j'arrive pas à remplir toutes les sections, bah, il faut quand même quelqu'un qui m'accompagne et prendre ce temps-là ou prendre cet investissement-là, même si c'est quelques milliers d'euros. C'est comparé à un dérapage projet, quelques milliers d'euros en amont, c'est rien. Donc voilà, ce serait ma réponse. Merci en tout cas pour cette question un peu piégeuse. Alors Myriam me pose la question, dans les prérequis techniques, tu as parlé de stack. Peux-tu réexpliquer ce point, s'il te plaît? Oui, effectivement, je suis passé un peu rapidement sur le stack technique. Le stack technique, ça va être l'ensemble des outils donc applicatifs ou serveurs qui sont considérés comme des contraintes pour la réponse. Ça peut être donc je vais prendre d'abord l'outil qui va générer le site. Vous pouvez demander tout simplement à ce que ce soit un outil open source. Vous allez dire, nous, on a une démarche open source.
parce qu'en termes de gestion des licences et de gestion de notre parc informatique, on a cette démarche open source. Par contre, le prestataire pourra choisir de développer le site sous un framework, donc en l'occurrence Symfony, ou des trucs un peu plus évolués comme Laravel, ou même en Java, ou enfin d'autres langages. Vous pouvez juste préciser le langage, mais vous pouvez dire nous, on aimerait un CMS. Alors après, vous pouvez dire, nous, on aimerait un CMS, mais ce CMS, il doit être libre. Mais le prestataire nous proposera le CMS avec lequel il est à l'aise. Donc ça peut être WordPress, ça peut être Drupal, ça peut être Typo 3. Euh, donc ça va être une approche. Et puis inversement, l'autre approche, c'est de dire un framework, mais un framework front aussi, que ce soit Angular, Vue. Donc tout ça, ça va être le stack qui va permettre de produire le site. Vous pouvez exiger aussi qu'on utilise bootstrap.js pour le front. Donc tout ça, c'est le stack. Et ensuite, le stack, ça va être qu'est-ce que vous voulez derrière. Si vous utilisez un CMS libre, qu'est-ce que vous voulez derrière comme base de données, par exemple. Donc la base de données, peut-être que chez vous, en interne, si vous avez un hébergement interne, il ne jure que par PostgreSQL au lieu de MySQL. Donc dans ce cas-là, il faut le préciser. Euh, Pareil, derrière pour l'hébergement, si vous avez déjà une idée de votre hébergement interne ou de votre prestataire d'hébergement, il faut peut-être dès maintenant mettre les contraintes. On aura PHP dans telle version, on aura MySQL dans telle version, on aura Apache dans telle version. Et faut aussi demander aux prestataires de faire des recommandations sur ce stack. C'est-à-dire que là, je vous parle des bases, mais derrière, pour toute l'exploitation d'un site, on va avoir des outils plus de cache, de mise en cache. Donc ça va être des outils comme Redis, ça va être des outils de reverse proxy comme Varnish, ça va être des outils d'optimisation des performances. Et puis ça va être, pour aller encore plus loin dans le stack, ça va être comment on gère tout ce qui est intégration continue et continuous development, c'est-à-dire le développement continu des améliorations. Et dans ce cas-là, il va falloir parler de système de versionning, généralement Git, et quel outil Git on utilise, et de système d'intégration continue, que ce soit Jenkins, que ce soit GitLab CI, ou des choses comme ça. Donc c'est tout ça qu'on parle dans Stack. Et en fonction de votre degré de maturité technique et de ce que vous avez déjà et de ce que vous exigez, il faut le faire figurer là. Et si ça figure par là, par contre, il faut demander à ce que dans la réponse du prestataire, ce soit précisé. Parce qu'un prestataire qui n'a pas toutes ces habitudes-là, c'est-à-dire qui fait pas de l'intégration continue, qui fait pas de la performance, qui fait pas du DevOps et qui fait pas du versionning de code, tout basiquement, c'est déjà une alerte comme quoi il est pas assez mûr techniquement pour vous accompagner sur le long terme. Donc voilà. Je parlais de stack et ça peut même aller dans la compilation CSS, c'est-à-dire ça c'est plus des détails techniques, mais si vous voulez que votre CSS ou votre JavaScript soit fait sur tel framework, selon telle compilation, telle norme de développement, il faut le préciser aussi. Voilà. Merci Myriam pour la question. Effectivement, j'étais passé un peu rapidement sur le stack. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? En tout cas, très bonne question. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu deux questions si pertinentes dans les webinars. Merci beaucoup. Si quelqu'un s'oppose à cette union, je vous propose que si une personne s'oppose à cette union, je vous propose qu'elle parle maintenant. Sinon, je pense qu'on va déclarer le mariage le mariage fini. Merci beaucoup Pascaline. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je me ferai un plaisir de détailler avec vous certains points qui auraient pu rester incompris. Et en tout cas, très bonne journée. Et j'ai oublié de vous souhaiter mes meilleurs vœux en début de webinaire. Donc meilleurs vœux aussi. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.